La servante écarlate, chapitre 13. Il y a du temps à perdre. C'est l'une des choses auxquelles je n'étais pas préparée. La quantité de temps inoccupé, les longues parenthèses de rien, le temps d'un bruit blanc. Si seulement je pouvais broder, tisser, tricoter, quelque chose à faire de mes mains. J'ai envie d'une cigarette. Je me souviens avoir déambulé dans les galeries d'art, parcourant le 19e siècle, l'obsession des harems qu'il y avait alors, de douzaines de tableaux de harems, femmes grasses, paresseusement étendues sur des divans, coiffées de turbans ou de toques de velours, à se faire éventer avec des plumes de paon, un eunuque à l'arrière-plan montant la garde. Études de chair sédentaire, peintes par des hommes qui n'étaient jamais entrés dans ces lieux. Ces tableaux étaient censés être érotiques, et je les croyais tels à l'époque, mais je vois maintenant ce qu'ils représentaient réellement. C'était une peinture de l'animation suspendue, une peinture de l'attente, d'objets non utilisés. C'était une peinture qui parlait de l'ennui. Mais peut-être l'ennui était-il érotique pour les hommes quand il est figuré par des femmes ? J'attends, lavé, brossé, nourri comme un cochon de concours. Autour des années 80, on avait inventé des ballons pour cochons, pour les porcs qui étaient engraissés à l'étable. Ces ballons pour cochons étaient de gros ballons colorés. Ils les faisaient rouler avec le groin. Les éleveurs qui disaient que ça améliorait leur tonus musculaire, que les cochons étaient curieux, qu'ils aimaient avoir de l'occupation. J'avais lu ça dans une introduction à la psychologie. Et aussi le chapitre sur les rats en cage qui se donnaient des décharges électriques pour s'occuper. Et celui sur les pigeons, dressés à donner du bec sur un bouton, ce qui faisait apparaître un grain de blé. Ils étaient divisés en 3 groupes. Le premier obtenait un grain par coup de bec, le second un grain tous les deux coups, le troisième un grain au hasard. Quand l'opérateur les a privés de grains, le premier groupe a renoncé assez vite, le second un peu plus tard, le troisième groupe n'a jamais abandonné. Il picorait jusqu'à en mourir plutôt que renoncer. Qui sait ce qui les stimulait ? Je voudrais bien avoir un ballon de cochon. Je m'allonge sur le tapis tressé. Vous pouvez toujours faire vos exercices, disait tante Lydia. Plusieurs séances par jour, comprises dans votre routine quotidienne. Bras le long des flancs, genoux pliés, soulever le bassin, dérouler la colonne vertébrale, poser, encore, inspirer en comptant jusqu'à 5, gardez votre respiration, soufflez. Nous faisions cela dans ce qui avait été la salle d'économie ménagère, maintenant débarrassée des machines à coudre et des machines à laver le linge. À l'unisson, couchés sur de petites nattes japonaises, au son d'une cassette, les sylphides. C'est ce que j'entends maintenant dans ma tête, tandis que je soulève, bascule, inspire. Derrière mes paupières fermées, de sveltes danseurs blancs volettent gracieusement parmi les arbres, les jambes frémissantes comme des ailes d'oiseaux retenus. L'après-midi, nous nous étendions dans nos lits pendant 1 heure, dans le gymnase, de 3 à 4. Elle disait que c'était une période de repos et de méditation. Moi, je pensais que c'était parce qu'elle-même avait envie d'un peu de temps libre entre les cours, et je sais que les tantes n'étaient pas de service, allaient dans la salle des professeurs prendre une tasse de café, ou de ce qu'elles appelaient assis. Mais je pense maintenant que ce repos était aussi un exercice. Elle nous donnait l'occasion de nous habituer au temps mort. Une petite sieste, disait tante Lydia, de son ton affecté. L'étonnant, c'est que nous avions besoin de repos. Bon nombre d'entre nous s'endormissaient. Nous étions presque tout le temps fatigués. On nous faisait prendre une espèce de pilule ou de drogue qu'on mettait dans la nourriture pour nous garder calmes. Mais peut-être que non. Peut-être que c'était l'endroit lui-même. Après le premier choc, quand on s'était adapté, il valait mieux être léthargique. On pouvait toujours se dire qu'on économisait nos forces. Je devais être là depuis 3 semaines quand Moira est arrivée. Elle a été amenée dans le gymnase par 2 des tantes, à la manière habituelle, pendant que nous faisions nos siestes. Elle portait encore ses vêtements, des jeans et un sweatshirt bleu. Elle avait les cheveux coupés courts. Elle narguait la mode comme d'habitude. Je l'ai reconnue tout de suite. Elle m'a vue aussi, mais elle s'est détournée. Elle savait déjà ce qui était dangereux. Elle avait un bleu sur la joue gauche qui tournait au violet. Les tantes l'ont conduite à un lit vide sur lequel la robe rouge était déjà étalée. Elle s'est déshabillée, s'est rhabillée en silence. Les tantes plantées au pied du lit et nous autres à l'observer de nos yeux étrécis. Quand elle s'est penchée, j'ai vu les bosses de sa colonne vertébrale. Je n'ai pas pu lui parler avant plusieurs jours. Nous nous regardions seulement, de brefs coups d'œil, comme des gorgées. Les amitiés étaient suspectes.
Nous le savions, et nous évitions dans les files d'attente à l'heure des repas, dans la cafétéria et dans les couloirs entre les cours. Mais le 4e jour, elle était à côté de moi pendant la promenade, de part deux autour du terrain de football. On ne nous donnait pas les ailes blanches avant le diplôme, nous n'avions que les voiles. Donc nous pouvions nous parler, à condition que ce soit tout bas et sans nous tourner pour nous regarder. Les tantes marchaient en tête et en queue de file, donc le seul danger venait des autres. Certaines étaient dévotes et pouvaient nous dénoncer. « C'est une maison de fous, dit Moira. Je suis tellement contente de te voir. » Où pouvons-nous parler ? Toilette, surveille l'heure, cabine du fond, 2h30. C'est tout ce que nous avons dit. Je me sens plus en sécurité depuis que Moira est là. Nous pouvons aller aux toilettes si nous levons la main, quoi qu'il y ait une limite au nombre de fois autorisées par jour. Elles l'inscrivent sur une feuille. Je surveille la pendule, électrique et ronde, au-dessus du tableau noir qui est vert. 2h30 tombe pendant la séance de témoignage. Tante Elena est là, ainsi que tante Lydia, parce que la séance de témoignage est spéciale. Tante Elena est grosse. Elle a jadis dirigé une campagne des Watch Watchers pour leur agence de l'Iowa. Elle est douée pour les témoignages. C'est Janine qui raconte comment elle a été violée à 14 ans par une bande de voyous et a dû se faire avorter. Elle a raconté la même histoire la semaine dernière. Elle en semblait presque fière en la racontant. Ce n'est peut-être même pas vrai. Aux séances de témoignage, on est plus sûr d'inventer des choses que de dire que l'on n'a rien à révéler. Il est plus sûr d'inventer des choses que de dire que l'on n'a rien à révéler. Mais puisqu'il s'agit de Janine, c'est probablement plus ou moins vrai. Mais qui était fautif ? Demande Elena, en levant un doigt grassouillet. Elle, psalmodions-nous à l'unisson. Qui les a encouragés ? Tante Elena rayonne, satisfaite de nous. C'est elle. Pourquoi Dieu a-t-il permis une chose aussi terrible d'arriver ? Pour lui donner une leçon. La semaine dernière, Janine a fondu en larmes. Tante Elena l'a oubliée à s'agenouiller devant la classe, les mains derrière le dos, là où nous pouvions toute la voir, le visage rouge et le nez coulant. Ses cheveux d'un blond terne, ses cils si pâles qu'ils semblaient inexistants. Les cils perdus de quelqu'un qui a été dans un incendie. Yeux brûlés. Elle avait l'air dégoûtant, faible, subglicier, coupe rosée, rose comme une souris nouveau-née. Aucune de nous ne voulait lui ressembler, jamais. Pendant un moment, tout en sachant ce qu'on lui faisait subir, nous l'avons méprisé. Pleurnicharde. Nous étions sincères, malheureusement. J'avais en général une bonne opinion de moi, pas en cette occasion. C'était la semaine dernière. Cette semaine, Janine n'attend pas nos railleries. C'était ma faute, dit-elle. C'était ma propre faute. Je les ai encouragés. J'ai mérité mes souffrances. Très bien, Janine, dit tante Lydia. Vous êtes un exemple. Je dois attendre que cela soit terminé avant de lever la main. Quelquefois, quand on demande au mauvais moment, elles disent non. Si on a vraiment besoin, cela peut être crucial. Hier, Dolores a mouillé le plancher. 2 tantes l'ont tirée dehors, une main sous chaque aisselle. Elle n'était pas là pour la promenade de l'après-midi. Mais le soir, elle était de retour dans son lit habituel. Toute la nuit, nous l'avons entendue gémir, par intermittence. Qu'est-ce qu'on lui a fait ? Chuchotions-nous d'un lit à l'autre. Je ne sais pas. Ne pas savoir rend la chose pire. Je lève la main. Tante Lydia fait signe que oui. Je me lève et sors dans le couloir, aussi discrète que possible. À la porte des toilettes. Tante Elisabeth monte la garde. Elle incline la tête pour m'informer que je peux entrer. Ces toilettes ont servi à des garçons. Les miroirs ont été remplacés aussi par des ovales de métal gris, terne, mais les urinoirs sont encore en place le long d'un mur. Émaillés blancs avec des taches jaunes. Ils ont bizarrement l'air de cercueils d'enfants. Je m'étonne encore une fois de la nudité de la vie des hommes. Les douches sont ouvertes, les corps exposés à l'inspection et à la comparaison. L'affichage public des parties privées. Dans quel but ? À quel souci de se rassurer cela correspond-il ? Exhiber sa carte. Regardez, tous, tout est en ordre, je suis à ma place. Pourquoi les femmes n'ont-elles pas à se prouver entre elles qu'elles sont bien des femmes ?
Une manière de déboutonnage, de simple vérification, de la fente, de l'entrecuisse tout aussi désinvolte, un reniflage à la chien. Le collège est vétuste, les cabines sont en bois, en espèce de carton-pâte. J'entre dans la deuxième à partir du fond, je rabats la porte. Bien sûr, il n'y a plus de verrou. Dans le bois, il y a un petit trou au fond, près du mur, à environ hauteur de taille. Souvenir de quelque vandalisme d'autrefois. Ou legs d'un ancien voyeur. Tout le monde au centre connaît l'existence de ce trou dans la paroi. Tout le monde, sauf les tantes. J'ai peur d'être arrivée trop tard, retenue que j'étais par le témoignage de Janine. Peut-être Moïra est-elle déjà passée, peut-être a-t-elle dû s'en aller. Elle ne nous accorde pas beaucoup de temps. Je regarde soigneusement à terre, de biais sous la cloison de la cabine, et je vois 2 chaussures rouges. Mais comment savoir qui est là? J'approche ma bouche du trou de la cloison. Je chuchote. Moïra? C'est toi, dit-elle. Je réponds oui. Le soulagement m'envahit. Mon Dieu, qu'est-ce que je donnerais pour une cigarette, dit Moïra. Je dis moi aussi. Je me sens ridiculement heureuse. Je m'enfonce au profond de mon corps comme dans un marécage. Un pays de marais où moi seule sais où poser les pieds. Terrain traître, mon territoire à moi. Je deviens la terre contre laquelle je colle l'oreille à l'affût. Des rumeurs du futur, chaque tiraillement, chaque murmure de légère souffrance, honte de matière qui mue, gonflement, rétraction de tissu, les radotages de la chair, voilà les signes, voilà les choses qu'il me faut connaître. Tous les mois je guette le sang, car lorsqu'il vient, c'est un signe d'échec. J'ai échoué une fois de plus à combler les attentes des autres qui sont devenues miennes. J'avais coutume de penser à mon corps comme à un instrument de plaisir, ou un moyen de transport, ou un outil pour accomplir mes volontés. Je pouvais m'en servir pour courir, appuyer sur des boutons de diverses natures, faire advenir des choses. Il y avait des limites, mais pourtant mon corps était léger, unique, solide, il ne faisait qu'un avec moi. Maintenant, la chair se dispose différemment. Je suis un nuage congelé autour d'un objet central en forme de poire qui est dur et plus réel que je ne le suis, et qui luit, rouge, à l'intérieur de son enveloppe transparente. Dans cet objet, il y a un espace, énorme comme le ciel la nuit, obscur et incurvé comme lui, mais d'un rouge noir plutôt que noir. Des têtes d'épingles de lumière y gonflent, étincellent, puis se recroquevillent, innombrables dans des étoiles, comme des étoiles. Chaque mois, il y a une lune, gigantesque, ronde, lourde, un présage. Elle passe, s'arrête, reprend sa course et disparaît, et je vois le désespoir fondre sur moi comme une famine, sentir ce vide encore et encore. J'écoute mon cœur, vague après vague, salé et rouge, qui continue sans relâche à scander le temps. Je suis dans notre premier appartement, dans la chambre à coucher. Je suis debout devant l'armoire, qui a des portes pliantes en bois. Autour de moi, je sais que c'est vide, tous les meubles sont partis. Les planchers sont nus, même plus de tapis. Mais pourtant, l'armoire est pleine de vêtements. Je crois que ce sont mes vêtements. Mais ils ne le ressemblent pas. Je ne les ai jamais vus. Peut-être s'agit-il de vêtements qui appartiennent à la femme de Luc, que je n'ai jamais vue non plus. Juste des photos et une voix au téléphone tard le soir quand elle nous appelait, pleurait, accusait, avant le divorce. Mais non, ce sont bien mes vêtements. J'ai besoin d'une robe. Il me faut quelque chose à mettre. Je sors des robes, noires, bleues, violettes, des vestes, des jupes. Aucune ne convient, aucune ne va. Elles sont trop grandes ou trop petites. Luc est là derrière moi. Je me retourne pour le voir. Il refuse de me regarder. Il fixe le plancher où le chat se frotte contre ses jambes en miaulant, plaintivement et avec insistance. Il veut à manger. Mais comment peut-il y avoir de la nourriture dans un appartement aussi vide? Je dis « Luc ?» Il ne répond pas. Peut-être ne m'entend-il pas. L'idée me vient qu'il n'est peut-être pas vivant. Je cours avec elle, je la tiens par la main, la pousse, la tire à travers les fougères. Elle n'est qu'à demi éveillée, à cause du cachet que je lui ai donné pour qu'elle ne pleure pas, ni ne dise quelque chose qui nous trahirait. Elle ne sait pas où elle est. Le terrain est inégal. Rochers, branches mortes, hauteur de terre humide, de vieilles feuilles. Elle n'arrive pas à courir assez vite. Seule, je pourrais courir plus vite. Je cours bien. À présent, elle pleure, elle a peur. J'ai envie de la porter, mais elle serait trop lourde. J'ai mis mes bottes de randonnée, et je me dis, quand nous atteindrons l'eau, il va falloir que je les arrache. Est-ce qu'elle sera trop froide? Est-ce qu'elle pourra nager aussi loin? Et le courant?
Nous ne nous attendions pas à cela. Tais-toi, lui dis-je avec colère. Je l'imagine qu'il se noie et cette pensée me ralentit. Puis les coups de feu derrière nous, pas bruyants, pas comme des pétards, mais aiguilles et cassants comme une branche sèche qui se rompt. Ce n'est pas le bruit normal. Rien ne fait jamais le bruit auquel on s'attend. Et j'entends la voix. Couche-toi. Est-ce une vraie voix, ou une voix à l'intérieur de ma tête, ou ma propre voix tout fort? Je la tire à terre et roule au-dessus d'elle pour la couvrir, la protéger. Je répète, tais-toi. Mon visage est souillé, sueur ou larmes. Je la sens calme et flottante, comme si je n'étais plus dans mon corps. Je me sens calme et flottante, comme si je n'étais plus dans mon corps. Près de mes yeux, il y a une feuille rouge, tôt roussie. J'en vois toutes les nervures brillantes. C'est la plus belle chose que je n'ai jamais vue. Je me dégage, je ne veux pas l'étouffer. Je m'enroule autour d'elle en gardant la main sur sa bouche. Il y a une haleine et le martèlement de mon cœur comme des coups frappés de nuit à la porte d'une maison, alors qu'on pensait être en sécurité. Je chuchote, tout va bien, je suis là, je t'en prie, ne bouge pas. Mais comment le pourrait-elle? Elle est trop jeune, il est trop tard, nous sommes séparés, mes bras sont maintenus. Les bords s'obscurcissent et il ne reste rien qu'une petite fenêtre. Une toute petite fenêtre, comme un mauvais bout d'un télescope. Comme une fenêtre de carte de Noël ancienne. Nuée glace dehors, et à l'intérieur une bougie, un arbre brillant, une famille. J'entends même les cloches, des clochettes, le traîneau à la radio, une vieille musique. Mais à travers cette fenêtre, je la vois. Petite mais très nette. Je la vois s'éloigner de moi, à travers les arbres qui deviennent déjà rouges et jaunes, et me tendent les bras tandis qu'elle est emportée au loin. La cloche me réveille. Puis Cora qui frappe à ma porte. Je m'assieds sur le tapis, éponge mon visage trempé avec ma manche. De tous les rêves, celui-ci est le pire.